Bonsoir Florence. Bienvenue à Genève dans ce merveilleux festival dédié aux créations artistiques et aux réflexions intellectuelles de femmes et minorités de genre. Et bienvenue à vous, cher public, tout aussi merveilleux, public des créatives. Alors Florence, toi tu es humoriste, chroniqueuse et écrivaine, caractérisée par un trouble du spectre autistique sans déficience, dont tu parles abondamment. Sans déficience, c'est pas toujours évident. Ouais, sans déficience, mais avec abondance de capacité intellectuelle et d'extraversion. C'est pas toujours évident non plus, l'abondance de capacité intellectuelle. On fait ce qu'on peut. Mais tu en parles abondamment sur scène, dans ton spectacle Délicate, et aussi dans beaucoup d'interviews pour faire de la prévention. C'est un trouble que tu as découvert à 30 ans. Alors, avant, on disait Asperger, mais tu préfères pas employer ce terme, pourquoi ? Alors, apparemment, enfin, c'est pas tellement que je préfère ou pas employer ce terme, mais apparemment, le docteur Asperger était un nazi. Et c'est pas une qualité hyper compatible avec le fait d'être quelqu'un de bien. Et on a rarement entendu non, très sympa, bon, un peu nazi sur les bords, mais très très chouette. Donc voilà, voilà, il est recommandé de ne plus utiliser, mais de dire trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, ce qui est quand même très très long. Voilà, alors on pourrait dire TSA pour faire plus court. Un TSA, voilà, c'est très bien. Alors on va parler du lien entre ce TSA et l'humour dans quelques instants. Yep. Tu as aussi été un des plus importants relais du mouvement MeToo dans le stand-up, en recueillant des dizaines de témoignages de victimes et en t'engageant pour leur défense. Et c'est ma joie. En appelant à la libération de la parole pour tout type de harcèlement. Et cet engagement va indirectement te coûter ta place dans 2 émissions. On en parlera également. Enfin, tu as publié en début d'année ton premier roman, Accident de personne, autour de la lourde thématique du suicide. Mais tu réussis le tour de force d'en faire un livre aussi drôle qu'émouvant, captivant et pétri de ressources. Des ressources destinées aussi bien aux hommes perdus dans leur masculinité qu'aux personnes atteintes de dépression. On en parle tout à l'heure, mais d'abord revenons déjà sur toi, Florence Mendes, et le parcours qui t'a forgé en tant qu'artiste aussi percutante que charismatique. J'ai l'air trop bien décrite comme ça. Je sais pas de qui vous parlez, mais j'ai très envie de rencontrer cette personne. Tu es née en Belgique, de mère belge et de père espagnol. Tu as une enfance... ça s'arrête là, ouais. C'est ça. Né en Belgique, ça fait rêver personne. C'est ça. En Belgique. Bon, nous, on est en Suisse. C'est vrai. Alors, tu as eu une enfance difficile, marquée par le harcèlement scolaire, parce que tu étais intello et que tu ne comprenais pas les codes sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ne pas comprendre les codes sociaux ? J'avais des préoccupations qui étaient complètement différentes des enfants de mon âge. J'avais 10 ou 11 ans et c'était à l'époque merveilleuse de Encarta, vous vous rappelez de ce logiciel ? Et c'était le tout début d'Internet aussi, mais Encarta était un accès à la connaissance incroyable. Et il y avait beaucoup d'images et moi j'avais une passion et une fascination un peu étrange pour la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était la première vraiment manifestation d'horreur humaine organisée à laquelle j'ai été confrontée. Et du coup, moi, quand j'avais 10-11 ans, j'étais préoccupée par ça, par un potentiel retour d'Adolf Hitler et tout. Donc j'étais complètement décalée, quoi, déjà à l'époque. Et j'étais déjà quelqu'un de très anxieux. Donc quand aux anniversaires, il y avait des Smarties, moi j'avais entendu dire que les colorants dans les Smarties étaient cancérigènes. Et donc j'avais peur que les autres enfants meurent, et donc je leur disais il faut pas manger des Smarties, vous allez avoir le cancer. Donc j'ai complètement décalé, complètement voilà. Et oui, un télo parce que je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main, et comme j'ai cette mémoire à la con qui est ultra efficace, je retenais tout, quoi. Et je retenais principalement ce qui n'intéressait que moi. Du coup, voilà, je m'entendais pas très bien avec les enfants et je saoulais les adultes. Donc oui, ça a été un peu solitaire et on m'a un peu jeté des cailloux, quoi. Mais plus tard, il y a un milieu dans lequel tu t'es tout à fait retrouvée à ta place, c'est le milieu des jeux de rôle et de stratégie. C'est d'ailleurs dans une boutique de figurines type Warhammer que tu as commencé à travailler. On m'en parle pas souvent de ça, oui, c'est vrai. Et tu es même devenue rapidement manager, tellement tu étais brillante à ce poste. Tu deviens ensuite maman en 2010 à 23 ans. Et tu reprends des études en 2012 pour devenir prof de néerlandais et d'anglais à l'école, que tu n'avais pas aimé, c'est paradoxal. Mais tu n'aimes pas faire partie de ce système scolaire que tu considères oppressant pour les élèves. Le système scolaire, en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Suisse, mais à mon avis, ça doit être un peu kiff-kiff. Le système scolaire est épouvantable. Alors,
est-ce que c'est paradoxal de retourner à l'endroit où on a le plus souffert? Il suffit de voir ma vie amoureuse pour comprendre que non. Je crois que mais non, mais je rigole avec ça, mais c'est vrai, le cerveau, il est affreusement plastique et il va vous pousser à retourner vers des choses que vous connaissez, même si ces choses c'est de la merde. Le cerveau, il est rassuré par des schémas qu'il connaît. Donc, devenir prof après avoir été harcelé à l'école, j'ai envie de dire, c'était plutôt une autoroute neuroplastique comme ça qui s'étendait devant moi et dans laquelle je me suis jetée. Mais en vrai, ce système scolaire, il est terrible. C'est déjà au niveau des biorhythmes qu'on force les gamins à rester 8 heures par jour sur un banc et les profs vous disent c'est dingue, hein, ils sont pas foutus de rester attentifs, alors qu'il faut voir une réunion de profs. Hein. Au bout de 20 minutes, il y en a un qui fait des petits dessins sur sa feuille, les deux autres qui rigolent. Généralement, j'en faisais partie. Ça prouve bien que l'attention humaine, même chez les adultes, on n'est pas programmé pour avoir un enseignement qui soit aussi peu ludique, qui soit tellement ex cathedra, etc. Et d'un côté, vous avez des écoles fantastiques avec des projets actifs, etc., qui sont déjà complètement en sous-effectif ou alors réservés à une élite. Et c'est pas le but de l'école. Donc non, c'était horrible. Et puis ce rapport complètement hiérarchique avec les gamins, ce rapport asymétrique qui est parfois d'une violence. Et puis voilà, il n'y a rien à faire. La démocratisation de l'école dans les années 70, ça a été un truc merveilleux, mais qu'on n'a pas du tout accompagné. Voilà. Et donc, on a fini par parquer les gamins par 30 par classe et par faire de l'élevage. Et moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et je sais, j'ai eu des ennuis avec ma direction. Moi, il y a un des gamins qui avait 15-16 ans qui s'est fait attraper il s'est fait attraper par moi en train de fumer un pétard. Non, je l'ai pas dénoncé à la direction, non, parce que tirer sur un pétard à l'âge de 16 ans, ses notes, elles étaient ok. C'était un gamin qui était chouette comme tout, qui était pas en difficulté. Moi, je vais pas le faire virer de l'école parce qu'il a tiré sur un pétard. Donc, moi, j'ai toujours eu une place. J'ai toujours adoré les adolescents. Alors, je suis belge, donc c'est important de préciser, de manière complètement légale. Mais non, mais c'est vrai, l'adolescence, c'est un moment merveilleux, quoi, fondateur pour l'esprit, et je trouve qu'on écrase ça complètement, et le système scolaire ne permet pas aux enfants d'être des enfants et aux ados d'être des ados, et c'est catastrophique. C'est juste un système répressif où on parque les gosses et on leur ouvre la tête, on verse des trucs dedans et qui ressortiront aussitôt parce que c'est décorrélé de tout sens. On a tous eu ce cours de langue où on nous apprend à dire des trucs qu'on n'a jamais redit après. Je me souviens, moi, en cours d'espagnol, on m'avait appris à dire « Me gusta el bacalao al pilpil ». J'aime la morue au piment. J'aime pas la morue au piment, d'accord? Et j'ai dit au prof, mais j'aime pas, comment on dit, j'aime pas la... Et il m'a regardé, il me dit, c'est les textes, tout doit apprendre. Et je dis, non, ça n'a pas de sens, voilà, ça n'a pas de sens. Donc non, malheureusement, c'était pas... Je détestais, j'avais l'impression vraiment d'être complice, quoi. J'avais un peu l'impression d'être un... Ouais, c'est ça, d'avoir un peu un rôle de capot, quoi. Et puis, au final, j'étais une catastrophe au niveau autorité, donc... Voilà. Et à ce moment-là, en 2016, alors que tu n'étais pas vraiment épanouie dans ton travail de prof, tu t'es mis à faire de l'humour. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivée sur la scène humoristique? C'est une histoire de dingue. Je sais pas comment, je m'étais retrouvée chez un pote qui bossait pour la radio Énergie. Et avec mon autisme, il faut savoir, j'ai très très peur de décrocher le téléphone. Je déteste ça. Je suis une plaie à avoir au téléphone, voilà, parce que je sais jamais quand c'est à moi de répondre. Et il y a un pote qui me dit, écoute, ma pote standardiste, elle nous a planté pour l'émission, est-ce que tu veux bien venir remplacer? Et moi, ayant une peur bleue du téléphone, mais ayant encore plus peur de dire non, je dis oui, bien sûr. C'est une catastrophe. Je suis la pire standardiste du monde. Vraiment, c'est une horreur. Je décroche, je raccroche au nez des gens, j'arrive pas à appuyer sur les bons boutons et tout. Enfin, vraiment l'enfer. Mais il y a un gars dans cette émission, et là, je vous parle, on est en 2007-2008, un truc comme ça, qui s'appelle Dan Gagnon, et qui est un humoriste belgo-québécois. Et des années plus tard, je me dis, tiens, qu'est-ce que devient ce Dan Gagnon? Et je vais voir sur Facebook, et je clique comme un gros veau sur « Ajouter ami ». Je me dis, merde, je voulais pas l'ajouter en ami. Je dis, désolé, j'ai pas fait exprès, tu peux me supprimer. Et comme ça, on commence à papoter, donc vraiment un hasard. Et oui, on a couché ensemble, mais ça c'était après. Comme ça, vous saurez. Comme ça, vous devez pas attendre plus longtemps pour la partie croustillante de l'histoire. Et donc, c'est lui qui m'a dit, mais Florence, mais t'es drôle en fait. Et j'ai dit, ah bon? Et il m'a dit, mais oui, t'es drôle. Il dit, viens écrire pour mon émission, parce qu'il avait une émission sur le service... vous avez raté la partie sur le sexe. Je suis désolée. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et c'est lui qui m'a dit, mais t'es drôle, viens écrire pour mon émission qu'il avait sur le service public belge.
Et puis finalement, j'ai détesté ça. J'ai préféré écrire pour moi-même. Et c'est comme ça que... C'était le 21 mars 2016, où pour la première fois, je fais un sketch. Je me dis, voilà Florence, ça va être ton moment. Le lendemain, attentat à Bruxelles. Ma meilleure amie est dans le métro, c'est un enfer. Et donc j'ai dû attendre, parce qu'elle voulait attirer toute l'attention sur elle, j'ai dû attendre que la situation se régularise un peu, parce que ça avait été très dur, évidemment. Un attentat, vous voyez pas ce que c'est en Suisse. Hein. Ouais, c'est comme un feu d'artifice, mais en moins chouette, vous voyez, voilà. Et donc on a dû, la situation était impossible, et donc j'ai attendu quelques mois avant de remonter sur scène, et voilà. Alors, dans ton humour, je remarque que tu aimes beaucoup les blagues sur le cul, l'anus et les pipes. Donc, quand tu te lances dans l'humour, on te fait bien comprendre qu'en tant que femme, tu vas devoir être un peu trash, tu vas devoir faire un peu ta Blanche Gardin, que j'apprécie pas spécialement, plus au niveau de son humour, et puis grosse pygmie, pardon. Et donc on te le fait comprendre, quoi. Donc au début, je crois que toutes les filles, on tombe un peu dans cet écueil de se dire, bah voilà, je vais faire des blagues sur le cul et tout, même si c'est rigolo. Heureusement, je me suis un peu quand même affinée après. Après, voilà, toujours une bonne petite blague sur les pipes. Et puis l'anus, c'est rigolo quand même, l'anus. Hein, je trouve ça... Non, mais avec tout le respect que j'ai pour l'anus, je trouve ça c'est marrant quand même, un anus, non? Bon, d'accord, voilà. Je vous avais dit, je suis pas non plus... Est-ce que tu te mets des interdits quand même dans tes blagues? Parce que tu fais des sketchs sur ton fils, ouais. qui a 14 ans, enfin... Voilà, ouais. Il y a quelque chose que tu t'interdis de vanner ou pas? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, par exemple, mon fils, il y a une vanne que je fais où je dis que je préfère le chien parce que le chien, il vit moins longtemps. Donc, je peux aller dans le trash et dans l'humour très, très noir. Après, c'est vrai que mon humour, il s'est beaucoup déconstruit en même temps que moi. C'est-à-dire que des conneries, j'en ai dites, mais comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai dit de la merde. On a une ministre, par exemple, l'ex-ministre de la Santé belge, elle est vraiment très, très grosse. Elle est très obèse. Et que c'est une ministre de droite. Et donc, comme c'était une ministre de droite et que je suis pas très de droite, je me suis permis de faire des blagues sur son physique. Et avec le recul, je me dis, mais c'était nul, quoi. Enfin, il y avait tellement plus intelligent à faire que des blagues sur son physique. Donc, je m'interdis pas de blagues, j'irai pas jusque-là. Mais maintenant, quand même, j'ai un peu de jugeote et je me dis, Flo, c'est trop facile, c'est oppressif, c'est nul, tout le monde a déjà tapé là-dessus. Donc, j'essaye en tout cas, avec encore plein de plantages, hein, ça va m'arriver encore plein de fois de faire des blagues qui seront juste pas drôles. Et voilà, parce que c'est un métier qui est difficile. On est toujours sur la corde, quoi, sur le fil de se dire... Est-ce que je tape vraiment sur l'oppresseur ou encore une fois sur les opprimés? Et parfois la limite est fine, donc des erreurs j'en ferai encore plein. J'essaye de tendre vers un humour libérateur plutôt qu'oppressif. Mais alors en tout cas dans la première chronique que tu as fait pour la dernière émission de Guillaume Meurice sur Radio Nova. Donc c'est ta première chronique, tu en as fait 2 pour l'instant. Oui. Et alors là, moi franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un exemple, un cas d'école à suivre. Est-ce que tu l'as en tête ou est-ce que je la lis? Donc c'était sur Thaïs Descuffon qui prétend qui défend la théorie du body count, une théorie qui dit que plus une femme a de partenaires sexuels, moins elle a de valeur. Ce à quoi Florence répond. C'est ça. Où je dis qu'en partant de ce principe, vu le nombre de visiteurs qui la visitent chaque année, est-ce qu'on peut partir du principe que Notre-Dame de Paris est une grosse pute? Et je rajoute, ne te vexe pas. Je sais plus ce que je dis exactement. Je dis, alors tu dis, détends-toi, c'est pas une insulte. Les grosses et les putes, ce sont des femmes de valeur, voilà. Contrairement aux connasses d'extrême droite. Voilà. Oui, et c'est vrai, c'était important pour moi. Par exemple, c'est vrai que pour le coup, l'humour putophobe, c'est encore un humour parfois dans lequel j'ai tendance à tomber. Par exemple, la dernière fois, j'envoie à mon fils... Putain, j'envoie à mon fils, t'as été adopté.
c'est faux, il n'a pas été adopté. Mais ce qui ne retirait rien à sa valeur s'il avait été adopté, mais bref, je m'ennuyais, donc je me dis, je vais l'emmerder, donc je lui envoie un message, t'as été adopté, et il me répond, nuance, je suis un fils de pute. Alors... c'est putophobe, voilà. Et Raph, il est élevé dans l'idée que pute est un métier qui mérite tout autant le respect et qui doit pouvoir être pratiqué dans des circonstances épanouissantes et sécurisantes, etc. Mais c'est vrai que quand, par exemple, dans cette chronique-là, je veux pas qu'on se serve ni de grosse ni de pute comme une insulte, et donc pouvoir dire... mais en fait, c'est pas à ça qu'on mesure la valeur d'une femme. La valeur d'un être humain, elle se mesure à, je pense... à sa capacité à bien se comporter avec les autres, en fait, ce qui n'est pas le cas de notre amie Thaïs, qui va pas bien. Hein. Je pense qu'il faut qu'elle fasse des choses maintenant, Thaïs. Bon, en tout cas, cette vanne t'a valu une standing ovation dans le studio de Nova, ouais. Et je pense que plus de gens t'admirent que Thaïs. Et beaucoup de menaces de mort quand même. Ah oui, hein. Beaucoup de plaintes en tout cas, non? Ouais, il y a eu des plaintes. Des milieux catholiques d'extrême droite. Ouais. Voilà, et puis il y a des gens qui ont réclamé ma mise à mort pour blasphème, parce que ça me paraît être un minimum, j'ai envie de dire. Chose à laquelle tu as répondu par un doigt d'honneur sur Instagram. C'est une photo de moi à moitié à poil avec un doigt d'honneur, oui, c'est ça, de manière... Vraiment, oui, j'ai fait de la diplomatie aussi. Bon, mais avant d'en arriver là, il y a quand même eu quelques passages difficiles. Vous n'allez pas payer trop cher, parce que... C'est gratuit. Ah, ça va, parce que j'en vaux pas la peine, hein, vraiment. Alors, le fait que tu arrives dans ce milieu humoristique en 2016, de fil en aiguille, ça allait assez vite. Et en 2017, en juin 2017, la RTBF te confie une grosse émission. Une grosse chronique, ouais. Et là, tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. Alors, il faut vous dire, la grosse chronique qu'on me confie s'appelle Le Café Serré, et c'est vraiment le gros moment de la matinale. Il y a Alex Vizorek qui est passé, il y a Guillermo Guise qui est passé, et ils se barrent tous en même temps parce qu'ils en ont marre d'être payés 32 € la chronique et un bic du service public belge, bref. Et donc, tout le monde se casse, et moi, je dois remplacer. Et j'ai genre 12 minutes d'humour dans les pattes, quoi. J'ai pas plus d'expérience que ça. Et donc, c'est vraiment un truc énorme dans la carrière d'un humoriste qui débute. Et je crois que c'est ça le trigger. Et là, ma santé mentale me lâche d'un coup. Donc, on m'annonce le 15 juin que je vais faire le Café Serré. Le 17 juin, je fais ma première crise de panique. Qui est d'une violence telle que mon cœur va battre à plus de 200 battements par minute pendant près de 3-4 heures, donc ça s'arrête pas. Donc je suis hospitalisée, les médecins font ce qu'ils font devant une nana qui est pas bien. Madame, c'est du stress. Alors en effet, c'était du stress, mais c'était un peu plus important que ça. Donc ils m'ont défoncé la gueule au benzo, j'ai pas de souvenirs pendant 2 jours. C'était vraiment un enfer. Et mon mec refuse de venir me chercher à l'hôpital parce qu'il dit que c'est que psychologique. Voilà. Et donc, je ne le sais pas encore, mais cette première crise de panique-là, ça va être le début de ce qu'on appelle le trouble panique, donc qui est un trouble anxieux, une maladie mentale, qui provoque des crises de panique à répétition. Et ces crises, elles sont tellement violentes et tellement rapprochées que t'es plus capable de vivre ta vie, parce que tous les quarts d'heure, ton cerveau te fait croire que tu vas crever, quoi. Et en fait, la crise de panique, c'est ça. T'as cette réponse, cette réaction d'alarme, quand t'as un danger de mort. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, OK, on va devoir taper très fort ou courir très vite, donc il va falloir que le cœur pompe plus vite pour avoir plus de sang, plus d'oxygène, etc., la respiration qui augmente. Et la crise de panique, c'est ça, c'est une mauvaise réponse du cerveau. Il te fait croire qu'il y a un danger de mort alors qu'il n'y en a pas. Et donc, ce que tu crois quel danger de mort, c'est ton cœur, ta respiration. Tu te dis, je fais une crise cardiaque. Et donc, tu fonces chercher du secours. Et ça a été l'enfer. C'était même arrivé de dormir dans ta voiture sur le parking de l'hôpital? Ouais, alors maintenant, j'en ris, mais en vrai, c'était... moi, j'étais convaincue que j'allais étouffer. Et je voyais bien que mon mec de l'époque me prenait pas du tout au sérieux. Et donc, je me dis, OK, si j'étouffe, il me prend pas au sérieux, donc il appellera pas les secours. Donc, je me dis, la seule solution, c'est d'aller dormir dans ma bagnole sur le parking des urgences en me disant, au moins, si j'étouffe, l'aide arrivera à temps, quoi. Donc, et tu te dis aussi que tu n'es plus capable de t'occuper de ton fils? Non. Donc tu renonces à sa garde, tu renonces à t'occuper de lui parce que tu as peur de même faire une tentative devant lui. Alors déjà, je peux plus m'en occuper parce que
Enfin, faut vous imaginer, là comme je suis, je pèse 54 kilos et à l'époque, au pire de mon trouble panique, j'en pesais 44 parce que comme j'avais peur d'étouffer, j'avais développé une phagophobie, donc c'est la peur d'avaler des aliments solides et donc je bouffais plus quoi. C'était vraiment et je sais pas ce qui m'arrive. Moi à l'époque, je suis pas du tout sensibilisée à la santé mentale. Le seul feedback que j'ai, c'est mon ex qui me dit que je suis folle, quoi. Donc je me dis, ok, je suis folle, sans savoir que folle, médicalement, ça se raccroche à rien, en fait. Il n'y a aucun médecin qui vous donnera, oui, vous êtes fou. Comme diagnostic, ça n'existe pas. Et donc je sais pas ce qui m'arrive. Moi, j'ai... En plus, avec ça viennent les phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, peut-être que vous avez déjà eu ça, c'est des pensées parasitantes. Tout d'un coup, vous dites, mon Dieu, et si je prenais un couteau et je tuais quelqu'un, et si je me suicidais, et si je me mettais à courir tout nu dans la rue, etc. Et c'est des choses que vous faites pas, parce que c'est des phobies, c'est des peurs, c'est pas des prémonitions ou une volonté qui se manifeste, c'est juste une phobie. Mais donc oui, moi j'avais peur, j'osais plus passer à côté des fenêtres à l'étage parce que j'avais peur de me jeter, et puis pour moi, je devenais folle. Et la place d'une mère folle, c'était pas auprès de son enfant, j'avais peur de lui faire du mal. Donc non, je ne l'ai pas vu pendant... Et donc les blagues de bite. Non, mais alors, ça va pas durer longtemps. Hein, mais juste pour terminer, parce qu'après, on va aller justement vers la guérison. Mais en fait, le climax de tout ça, ça a été quand tu t'es vraiment retrouvée de l'autre côté du balcon, ouais, à 10 doigts de lâcher. Ouais, vraiment. C'était le 4 août 2017. Et mon mec, avec qui je suis à ce moment-là... est parti en vacances en Espagne, parce que tu comprends, on a déjà dû annuler ton billet, donc on va pas annuler le mien en plus. Et je comprends. C'était quand même un billet à 52 balles chez Ryanair. Enfin, voilà. Il y a des priorités dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai une crise de trop, vraiment une crise de plus. Et enfin, il faut se rendre compte, là, il y a un joueur de foot, un Diable Rouge, qui a déclaré que sa fin de carrière, elle avait été précipitée par le trouble panique. Il s'appelle Toby Alderweireld et il disait qu'il avait des crises de panique tellement fortes et que c'était tellement souvent qu'à chaque fois il fonçait chez le médecin parce qu'il était convaincu qu'il avait une crise cardiaque et qu'il trouvait rien, et que ça l'a empêché de voyager, ça l'a empêché de bosser. Donc il faut se rendre compte que c'est vraiment un truc qui est hyper incapacitant. C'est-à-dire vous levez le matin, vous levez le matin avec la peur de mourir, vous couchez le soir avec la peur de mourir, et toute votre journée est conditionnée par le fait soit d'éviter une crise de panique, soit de pouvoir avoir de l'aide rapidement à proximité. Donc vous faites plus rien. Il y a des gens qui sortent plus de chez eux. Et moi, c'est ce que le psychiatre a dit. Il a dit c'est fou parce que normalement, les gens qui ont un trouble panique n'ont pas de crise de panique quand ils sont chez eux, parce que chez eux, c'est la safe place. Moi, c'était de la violence conjugale, psychologique, mais de la violence. Et donc, je n'avais même pas de safe place chez moi. Donc, il faut vous dire à quel point c'est vraiment l'enfer. Et donc là, je me dis, ok, je dis, je peux pas vivre comme ça. Moi, je voulais pas mourir. Moi, je suis pas suicidaire. Vraiment, je suis pas mélancolique. J'aime la vie. Mais il fallait que ça s'arrête. C'était plus possible. Et puis, il y a cette pensée terrible de me dire que pour mon gamin, ce sera plus facile pour lui de faire le deuil de sa mère qu'il n'aura pas beaucoup connue, mais qui pourra idéaliser, que d'avoir à supporter sa mère folle. Moi, je me projette dans le futur et tout ce que je vois, c'est mon fils qui vient voir sa mère à l'asile psychiatrique qui parle à ses chaussettes, quoi. Voilà, donc je me dis que je peux pas lui imposer ça. Et ce qui est d'autant plus ridicule que vraiment le trouble panique, moi, quand j'ai fini par aller chez le psychiatre et que le psychiatre m'a diagnostiqué, il l'a fait en 7 minutes. Il m'a dit oui, vous avez un trouble panique, c'est très connu. Vous prenez ces médicaments, d'ici 3 semaines, ça ira mieux, puis passez me voir parce que vous balancez un peu beaucoup sur la chaise. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça. Mais avant ça, il y a eu cet épisode où j'ai failli me jeter du balcon. Donc je suis passée de l'autre côté du balcon et fait extraordinaire. Mon gamin m'a appelé à ce moment-là. Vraiment, il m'a pour me raconter encore des trucs de merde sur les Pokémon ou je sais pas quoi. Et donc, je suis là comme ça, à pas quoi savoir lui dire et à l'entendre me parler de ectoplasma et cocotine qui l'a fait tomber dans la rivière. Et en plus, Oscar, il n'a pas voulu que je joue avec son Dracofeu. Et il y a un truc vraiment qui se passe, quoi. Et je suis là en train de... Parce que j'ai été déconnectée de moi-même, quoi. Au moment où je voulais sauter, j'étais plus moi-même. Le mot, je crois que le mot qu'on utilise en psychiatrie, c'est un raptus suicidaire. Et c'est vraiment ça. C'est vous êtes enlevé, vous êtes plus vous-même. C'est ce moment précis, vous voyez, quand vous allez sauter dans l'eau et vous savez que l'eau, elle est trop froide un peu. Et il faut vraiment faire un effort pour déconnecter votre cerveau et lui dire, OK, on va faire un truc très con, mais fais-moi confiance, on y va. Et ce moment où vous arrivez à couper ce système qui vous dit, non, on va pas sauter dans de l'eau froide,
ben voilà, c'est exactement dans cet état d'esprit où j'étais. J'avais plus d'inhibition, en fait, plus de... Et donc, je ressentais rien. C'est ce que je dis, moi qui normalement ai très vite le vertige. J'avais beau regarder en bas, rien. J'avais pas peur, j'étais pas triste, j'avais pas mal, rien du tout. Juste terminer ça, quoi. C'était très neutre, très déshumanisé comme sentiment. Et puis, mais vraiment, le moment précis, quoi, où je me dis, ok, on y va. J'avais mon téléphone dans ma poche arrière gauche, et c'est là que mon fils m'appelle, quoi. Et d'un coup, être là comme ça avec ces 4 étages. En bas, et mon fils qui de manière tout à fait triviale, alors qu'il m'a plus vu depuis des semaines et qui m'en veut même pas et me parle de ces conneries de Pokémon et waouh. Et là d'un coup je me suis rendu compte que je pouvais pas lui faire ça en fait. Mais c'est terrible d'être arrivé à un degré de souffrance psychologique où vous dites que vous rendez service à votre gamin en vous suicidant, c'est Là, maintenant, je m'en rends compte. Hein. Mais à l'époque, vraiment, je ne réalise pas que mon suicide pourrait être un drame pour mon fils. Mon niveau de désamour de moi-même et de dépression. Et de dépression. Mais j'ai même jamais eu un profil dépressif. Moi, j'ai toujours été plutôt anxieuse. Mais là, mon niveau d'anxiété est vraiment parce que c'était aussi un manque d'amour-propre, quoi. J'étais convaincue que j'étais une grosse merde, que je manquerais pas au monde et que je manquerais pas à mon fils, quoi. Alors que maintenant, aujourd'hui, je sais les conséquences que ça aurait eu sur lui. Mais à l'époque, pour moi, je lui rends service en me suicidant. Mais c'est donc cet épisode, enfin, c'est cet épisode-là et le fait que finalement ton fils te sauve, tu te dis, en fait, mourir n'est pas une option. Mourir n'est plus une option, oui. Mourir n'est plus une option, et là tu te dis, il faut absolument que je trouve une solution, et tu vas voir un psychiatre pour la première fois. Ouais. Comment ça se fait que ça t'est pas venu avant l'idée d'aller voir un psychiatre ? Parce que personne ne m'a redirigée vers un psychiatre. Faut savoir, moi j'allais aux urgences parfois jusqu'à 7-8 fois par semaine, avec toujours le même truc. Mais si je vais mourir, croyez-moi, je sens bien, mon cœur va trop vite, j'étouffe, je vous dis que je suis en train d'étouffer. Personne ne me redirige vers un psychiatre. Je suis devenue la casse-couille de service, et pour cause. Les services d'urgence en Belgique, ils sont débordés. En plus la psychiatrie, bon, c'est le parent pauvre hein, dans la médecine. Mais les médecins, ils ont autre chose à foutre que de voir 6 fois par semaine la gueule d'une nana qui a rien et qui va très bien. Mais en attendant, moi, je suis un être humain qui est convaincu qu'il va mourir. Où est-ce que je vais ? Si pas aux urgences, vers qui est-ce que je peux me rediriger ? Or, si on m'avait tout de suite aiguillée vers un psychiatre en me disant « Madame, à ce niveau-là, il faut aller voir un psychiatre », ça serait fait plus tôt. Et là, quand j'y vais voir le psychiatre, j'y vais la mort dans l'âme, hein, en me disant vraiment, le mec, il va m'interner, c'est fini, vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, j'ai encore cette image-là de la psychiatrie, quoi. Et en fait, non. Il t'a proposé une solution. Ah non, mais c'était ridicule. Je me souviens, j'ai fait les adieux à ma mère, à mon fils, à mon mec. Parce que ni ma mère ni mon mec n'ont daigné venir avec moi chez le psychiatre. Et donc j'ai fait adieu, je ne sais pas quand nous nous reverrons. Et je suis revenue 20 minutes plus tard en disant j'ai des médicaments à prendre. Et voilà, donc c'est vraiment... Et ça, il faut vraiment, je trouve, dédiaboliser la psychiatrie, dédiaboliser l'image qu'on a. Et putain, arrêter avec ces images des asiles dans les années 50. Enfin voilà, on a quand même vachement évolué depuis, même si évidemment... C'est toujours... il n'y a pas assez de sous consacrés, hein, en tout cas en Belgique et en France, à la psychiatrie, malheureusement. Toi, tu consacres même pas mal de ton temps à faire des interviews, participer à des congrès comme ça pour faire de la prévention. Ouais. Et tu expliques en fait tout simplement que il te manquait... ou alors tu avais des inhibiteurs... Enfin, je te laisse dire parce que tu sais... Alors, donc, moi, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est les antidépresseurs. Alors, moi, parce que ce que je dis, je suis pas médecin, donc je prônerais, je dirais jamais aux gens prenez ou prenez pas des antidépresseurs, c'est pas mon rôle. La seule chose que je constate, c'est par exemple si vous allez chez votre généraliste avec de l'anxiété ou de la dépression, qu'est-ce qu'il va faire généralement ? Il va vous prescrire des benzodiazépines, des anxiolytiques, donc du Xanax, du Lexomil, du Temesta. Et ces médicaments-là, ça crée une accoutumance qui est hyper forte. Et c'est vraiment des médicaments qui niquent des vies, parce que ça crée une accoutumance. Et la dépendance au benzo, elle est horrible. Et s'en sortir, c'est vraiment... J'ai vu vraiment des gens avoir leur vie niquée. Alors qu'en fait, les antidépresseurs, ils agissent sur un problème de fond. Alors, on n'est pas sûr à 100% que la sérotonine joue un rôle dans la dépression et dans l'anxiété. Ce qu'on sait, c'est que les antidépresseurs fonctionnent.
On ne sait pas exactement comment, mais on sait qu'ils fonctionnent. Donc on suppose qu'ils ont un rôle ils empêchent les neurones de recapter la sérotonine et de la laisser dans les synapses. Donc on n'est pas sûr et certain, mais on sait que ça fonctionne. Et moi, c'est vrai que c'est des médicaments, quand il m'a dit ça au début, j'ai refusé de les prendre. Je lui ai dit non, ça va changer ma personnalité, en plus c'est très mauvais pour la santé. Je diabolisais les antidépresseurs, comme beaucoup de gens. Alors qu'en fait, tous les gens que je connais qui ont commencé les antidépresseurs parce qu'ils en avaient réellement besoin m'ont dit, si j'avais su, je les aurais pris plus tôt. Parce que c'est des médicaments qui soignent. On ne doit pas se contenter de ça, évidemment. Il faut aller faire de la thérapie, etc. Parce que tout n'est pas non plus que biochimique. Hein. Mais parfois, quand le problème est d'origine chimique, la solution, elle est d'origine chimique. Vous pouvez vous planter toutes les aiguilles que vous voulez dans l'anus, fumer de l'ayahuasca, vous tartiner de vache qui rit, j'en sais rien, faire n'importe quoi. Mais il y a un moment où il faut accepter que parfois, la solution, elle nous vient aussi de la chimie. Et c'est vrai que à nouveau, il faut encadrer ça, bien sûr, et il faut se faire suivre par des psychiatres. Et ça, c'est fou, parce que les généralistes, ils n'auront pas de souci à vous dire il faut aller voir un ophtalmo, il faut aller voir un gastro-entérologue, etc. Par contre, allez vous dire il faut aller voir un psychiatre, ça, on le fait moins. Alors qu'en fait, le psychiatre, c'est le médicament spécialisé de la santé mentale. Et je trouve qu'il faut vraiment le dédiaboliser et arrêter de croire que la santé mentale... c'est réservé vraiment aux affections psychiatriques les plus impressionnantes, comme la schizophrénie. Non, la dépression, c'est une maladie. L'anxiété aussi, quand elle est pathologique comme ça, oui, c'est une maladie. Alors toi, c'est à ce moment-là, quand tu vas soigner ton trouble panique, c'est ça, hein, trouble panique ? Trouble panique, ouais. Que tu tombes sur ce psychiatre qui t'apprend en même temps, tu as 30 ans, qui t'apprend par la même occasion que tu serais sur le spectre autistique. Il était horrible, ce psychiatre. Vraiment, je l'ai jamais revu. Je l'ai revu qu'une deuxième fois après ça, en compagnie de la neuropsy que j'ai vue toute seule après. Quand je suis arrivée dans son cabinet avec le diagnostic de mon trouble panique, je vous jure, c'est la phrase qu'il a dit. Il a dit « Mais vous êtes complètement autiste ». Et moi, je pense qu'il m'insulte. Puisque pour moi, autiste, c'est une insulte à l'époque. Donc je le regarde, je lui dis, je ne vous permets pas, monsieur. Je ne vous permets pas, monsieur. Et il me dit, non, vous êtes autiste. Et je regarde et je lui fais, pardon. Et il me dit, vous avez quand même des balancements, je vois que vous avez des comportements répétitifs. Ce que vous me racontez quand même, c'est assez caractéristique d'un trouble du spectre autistique. Et puis il dit revenez, j'aurai une collègue neuropsy qui sera là. Et puis il m'a envoyé chez elle. Je suis allée chez la neuropsy, on s'est super bien entendu, on n'a pas arrêté de dire du mal du psychiatre à deux. Et elle m'a fait mes tests. Et effectivement, voilà, là j'ai appris que j'étais autiste. Et ça a été un gros choc parce que mon père, quand j'étais petite, mon père me faisait souvent le reproche où il me disait c'est pas possible de parler avec toi, souvent tu deviens complètement autiste. Elle fait bien vu. Alors, il y avait un bon début. Hein. C'était pourquoi vous n'avez rien fait. Alors, tu vois, c'était. Mais comme moi, j'ai un profil très, à la fois un peu complexe et à la fois assez courant. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment la triade HPI, autiste, trouble de l'attention. Quoi. Vraiment, mes parents, ils m'ont fait dans le noir. C'est ouf. Et donc, c'est vrai que c'est très. Il y a quand même. C'est une neuroatypie où les schémas se ressemblent un peu, se mélangent. On a tendance à confondre un peu tout ça. Et donc mes parents ils étaient très satisfaits de l'étiquette HPI parce que notre enfant est HPI alors qu'en fait ton enfant elle est surtout en souffrance et elle a l'espérance de vie tu vois d'un hamster nain si ça continue comme ça donc maintenant on s'en fout qu'elle soit HPI en fait on a surtout besoin qu'elle survive mais il s'était contenté du diagnostic HPI et pour le reste j'étais bizarre. Comment on explique que particulièrement les femmes soient aussi mal diagnostiquées de l'autisme ? Le patriarcat. Oui, non, mais c'est vrai. Alors déjà, donc comme beaucoup de sujets en médecine, l'autisme, il a surtout été étudié sur des patients masculins. Voilà. Pareil pour les crises cardiaques, hein, on sait, alors vous avez plus de chances de faire une crise cardiaque si vous êtes un homme, mais vous avez plus de chances d'en mourir si vous êtes une femme, parce que vous êtes souvent sous-diagnostiqué et que les symptômes des crises cardiaques chez les femmes sont pas exactement les mêmes que chez des hommes et qu'en école de médecine, on vous apprend surtout ceux des hommes. Donc quand vous arrivez aux urgences avec un mal d'estomac, on va vous dire « Madame, rentrez chez vous, c'est le stress », alors qu'en fait, non, c'est une crise cardiaque. Et l'autisme, c'est un petit peu pareil. Déjà, il y a cette sous-évaluation des sujets féminins. Et puis, l'autisme au féminin, il est très différent. Les femmes, elles ont une plus grande capacité à masquer leurs signes autistiques,
Parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas nier le poids de ce patriarcat sur des générations et des générations. Les femmes, on nous a toujours dit quoi faire, planquées dans un coin, appris à être discrètes, etc. Et ça se reflète vraiment, c'est la sociologie pure et dure qui l'explique. Ça se reflète, voilà, on va tout de suite beaucoup plus vite s'adapter à un environnement, pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir imiter ce qui est à faire, parce que c'est pas OK de sortir du lot quand on est une femme. Il faut voilà, rentrer dans le lot. Et donc, ça, c'est une des parties. Et puis surtout, les femmes, il y a des choses, des signes moins visibles. Moins visibles, par exemple, on a tendance à être... Il y a moins de femmes autistes non-verbales. Par exemple, un autiste non-verbal assez connu, c'est Joseph Chevanec, qui parle avec cette caractéristique... Et tandis que les femmes, c'est plus rare qu'elles parlent. Et puis les femmes, c'est normal. Un petit garçon, il va avoir une obsession pour quelque chose, on va dire « Oh non, c'est pas normal ». Une petite fille, elle va avoir une obsession pour un truc, on va dire c'est normal. C'est les filles, on est toujours un peu hystérique. Donc voilà, c'est normal. On collectionne les poneys. Ou une petite fille qui range, par exemple. Une petite fille qui va. Moi, j'avais tendance à j'alignais tout. Mais c'était normal. Je suis une fille, je suis prévue pour ranger, en fait. Donc tout le monde est content. Youpi, elle range des trucs. Non. Tandis qu'un petit garçon qui range, ça, c'est pas normal. Donc voilà, c'est vraiment il faut accepter qu'il y ait cette incidence de la misogynie et du sexisme sur le diagnostic autistique. Tu rigoles beaucoup de cette condition mentale que tu as, particulièrement dans ton spectacle qui s'appelle Délicate. Ouais. Petit moment promo, c'est quoi tes prochaines dates? Je sais plus. Ah bon, voilà. On ira voir sur ton site internet. Non, parce que j'ai pas payé l'hébergeur, du coup le site est down là pour l'instant. Mais suivez-moi sur Instagram. Pour l'instant, je mets les dates et tout. Putain, je suis vraiment nulle. Je sais pas. Je sais plus. Donc bon. Il allait voir le spectacle, il est cool. Quand je passe on trouvera l'info par nous-mêmes. Voilà. Mais est-ce que tu dirais que l'humour, c'est comme une thérapie pour toi? Non, ça c'est vraiment un point d'honneur que j'essaye de mettre. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui montent sur scène avec leurs problèmes non résolus, et je crois que c'est catastrophique de faire ça. Déjà parce que tu te fais souffrir toi-même, et puis en plus avec ton problème non résolu, quand tu es sur scène, que tu exposes tous tes mécanismes de défense qui, on le sait, sont là pour te protéger, mais sont jamais les bonnes solutions, bah, tu t'envoies le mauvais message aux gens. Et moi, c'est le spectacle qui m'a définitivement décidé à sortir du placard au niveau autisme et maladie mentale. Je vous le conseille vraiment, c'est Nanette de Hannah Gadsby. Extraordinaire. Hannah Gadsby, c'est une artiste lesbienne non-binaire tasmanienne. Il faut vous dire, la Tasmanie, c'est vraiment c'est le Valais, quoi. D'accord, vous voyez, voilà. Et je pense qu'ils font la même chose à leurs vaches, mais on va les faire se battre. Mais oui, on les fait se bien. Et puis celle qui gagne, ce sera la chef. Oui, c'est bien le Valais. Bon, et donc elle a vécu dans un rejet assez épouvantable, quoi, parce que arriver là-bas et dire je suis lesbienne, je suis non binaire. Et elle a vécu, et en plus elle est autiste aussi, et elle fait ce spectacle où elle dit qu'il y a une différence en humour entre l'humiliation et l'humilité, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui montent sur scène en pensant être humbles alors qu'en fait ils s'humilient et ils se font énormément de mal. Et là d'un coup je me suis fait mais putain c'est vrai. Et ça a été vraiment le truc où je me suis dit il faut faire ça, mais d'abord avant d'en rire sur scène je veux faire une vraie thérapie. C'est ce que je dis, ma thérapie ça a été ma thérapie. Tu peux pas espérer régler des choses aussi profondes, aussi violentes en faisant des blagues, quoi. Je veux dire, si toutes les blessures d'enfance se réglaient à coups de tir sur mon doigt, enfin, ça se saurait. Non, donc tu montes sur scène si tu as résolu tes problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois pour ça que tu as aussi autant de suicides parmi les artistes. C'est parce qu'ils tentent de soigner leurs blessures avec leur art, alors que l'art ne fait que sublimer et fouiller la blessure un peu plus... C'est hyper profond ce que je viens de dire, non? Non, mais c'est vrai, maintenant je réalise, mais c'est vrai. C'est tu fouilles ta blessure, t'essayes de la sublimer, t'essayes de prendre ce qu'elle a... Et en fait, tu l'exaltes et tu la glorifies, mais tu la guéris pas. C'est ce que disait ton ex, non? Non, il n'était pas aussi intelligent, mon ex. Il disait pas « j'aime ta blessure ». Non, pas toute la théorie que tu viens de faire. faire. C'est vrai, mon ex toxique, qui m'a vraiment maltraité psychologiquement, lui, il m'a écrit une chanson qui s'appelle « Ta blessure ». Et qui est terrible, parce que dans la chanson, il dit « J'adore ta blessure ». Et moi, à l'époque, je fais « Mais c'est hyper romantique ». Non, c'est pas romantique, casse-toi. Voilà.
Mais parce qu'à l'époque, je pense qu'il me fait une fleur en m'aimant, parce qu'aucun mec ne m'aimera jamais pour qui je suis, parce qu'il me le dit bien, tous les autres mecs n'en veulent qu'à ton cul, moi je suis là pour ta vraie beauté intérieure. Et je le crois, parce que mon estime de moi, elle est détruite, quoi. Donc je suis convaincue que j'ai trop de chance, et que si lui, il me quitte, il n'y a plus jamais personne qui voudra de moi. Et donc, il adore ma blessure. Donc je lui montre, je dis, t'as vu? Oui, tu peux mettre du sel, oui, tu peux appuyer. Bon heureusement, tu n'es pas resté avec cet homme toxique au-delà de ton diagnostic. J'aimerais que ce soit aussi cool, mais c'est lui qui m'a largué. Bon, voilà. Heureusement, il t'a largué, le connard. Vraiment, voilà. Elhamdoulillah, comme dirait Marine. Voilà. Heureusement, tu as suivi cette thérapie, tu as pris tes antidépresseurs, tu as fait un travail pour déprogrammer la panique dans ton cerveau. Mais malgré tout ça, en 2022. Alors que tu es dans l'émission de Nagui, je me rappelle plus, la bande originale sur France Inter, ouais. Tu subis en fait du harcèlement d'une personne de la co-animation, donc quand même Leïla assez importante. Et en fait, tu le vis extrêmement mal parce que ça vient réveiller ton hypersensibilité. C'est horrible. C'est vraiment horrible, c'est-à-dire que moi, France Inter, c'était vraiment mon rêve, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment un humour, je pense, assez qui essaye d'être engagé, en tout cas. Et pour moi, c'était vraiment le Graal, quoi. J'allais enfin pouvoir sauver la France avec mes blagues. Et j'arrive et je vous jure, c'est horrible. C'est à l'école, quoi. On est un concours de popularité avec des gens dont je partage pas les valeurs. Tout est faux. Tout est faux, ces gens sont pas de gauche. Nagui, il est là à dire à tout le monde, il faut pas manger de la viande, c'est pas bon pour l'environnement. Et ce con, il prend un jet privé pour aller à un match de foot. Non mais sérieux. Non mais c'est vrai. Le mec, il donne des leçons, il fait le grand gars de gauche, alors qu'en fait, il est multimillionnaire, il détient je sais pas combien de pourcents du service public français. Tout ça est aberrant. Mais aberrant. Je rentre dans un univers où... je vois du harcèlement sexuel sur des collègues, je vois du harcèlement sur Nagui qui rentre et qui dit à une collègue, toi je vais te péter le cul après l'émission, et la collègue qui fait et puis qui après fait sa chronique en disant le harcèlement sexuel c'est trop nul. What? Et donc c'est terrible, et bien sûr que je ne m'intègre pas, parce que Nagui c'est une émission que de neurotypiques, bien comme il faut, bien codés, et bien voilà, qui comprennent les codes du système. Et en plus le système dans les médias français c'est très compliqué, il faut pouvoir tirer son épingle du jeu, et moi j'ai jamais su faire ça, quoi. Moi je suis hyper franche, quand j'ai Laurent Baffy qui arrive et qui commence à imiter l'accent congolais dans l'émission, il y a un moment je lui dis Laurent excusez-moi, il fait quoi? Je fais non, j'ai rien à dire, je voulais juste que vous arrêtiez de parler en fait, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On m'engueule parce que je refuse d'être là à une émission où Gérard Depardieu est invité. Mais je dis, vous foutez de ma gueule, vous faites une émission spéciale droit des femmes là, le 8 mars. Et vous invitez Gérard Depardieu. Mais où on est? Et on me demande de faire preuve d'une hypocrisie qui a jamais été mon fort, quoi. Moi, j'arrive pas à porter ce masque social à la con. Et Leïla Kadour, ça lui déplaît fortement. Et donc, émission après émission, elle refuse de me parler, de donner mes dates à l'antenne. Elle me hurle dessus, tellement fort qu'elle me cause une crise de panique où les pompiers d'Inter doivent débarquer parce que j'arrive plus à respirer. Enfin, un enfer, voilà. Et puis ça, les RH disent que c'est une dispute de cours de récré. C'est ça. Voilà. Et on te demande de partir. On te demande de quitter l'émission en te promettant qu'on te trouvera une place ailleurs. C'est ça. Et donc, moi, je fais ma dernière chronique sur le harcèlement au travail. Bah oui. Ça a l'air cool, hein, dit comme ça, mais en vrai, je suis sortie de là, je tremblais. J'avais Walidia par SMS qui me disait « Génial, tu les as défoncés et tout », mais j'étais en pleurs. C'était très dur à faire de dire aux gens qui vous ont harcelé « Vous êtes des connards, je me barre ». Et c'est chaud à faire, mais je suis contente de l'avoir fait. Mais on me promet qu'on va me trouver une place ailleurs, mais en fait, c'est pas vrai, on ne vous trouve jamais de place ailleurs, parce que je le savais pas encore, mais... Charline était déjà sur une voie de garage et ils étaient en train de virer tous les éléments problématiques de France Inter. Et moi, j'étais un élément problématique. Donc voilà, donc je ne le savais pas encore, mais non, ils n'allaient jamais me retrouver de place. Mais j'ai quand même décidé de prendre la parole là-dessus. Et j'ai bien fait, parce qu'après, j'ai reçu des témoignages. Mais il suffit de voir, là, il y a le pote de Nagui, la Manu d'Énergie, qui vient d'être condamné à payer assez sévèrement pour harcèlement moral. Et Nagui a pris la défense de ce gars en disant « Moi, je n'ai jamais assisté à du harcèlement moral. » Ben non. Effectivement, Nagui, parce que tu ne sais pas ce que c'est le harcèlement moral, parce que tu le pratiques toi-même sans penser que tu le pratiques. Donc voilà. Et moi, je dis « C'est pas OK. » Et quand je prends la parole publiquement, de nouveau, voilà, des témoignages, des tonnes de témoignages qui arrivent sur le mec.
Alors, ce que tu dis à la fin de cette... Ah merde, je crois que j'ai éteint le truc. Bah, tu vois, ça, chez Nagui, ça devrait révéler des ennuis. Bon. Alors, ce que tu dis à la fin, dans ta chute, est-ce qu'on ferait pas toutes et tous le jeu de ceux qui nous traitent mal, et si on arrêtait simplement d'avoir peur et qu'on commençait à l'ouvrir? Si vous saviez à quel point mes collègues puent la pisse. Non, mais vraiment, hein. Une trouille, ils ont. J'arrive. Alors, je suis aigrie, hein, certainement, parce que c'est pas facile. Moi, j'ai essayé de toujours faire des choix un peu intègres, et c'est pas ça qui vous vaut une réussite et beaucoup de thunes. Mais j'ai essayé de me tenir à ça. Mais parfois, c'est frustrant. Vous voyez les autres faire n'importe quoi. Enfin, c'est des choses. Je vois Fari et Panayotis Pasco. Fari qui a toujours un discours exemplaire sur l'antiracisme. Panayotis qui parle d'homophobie. Et puis, ils vont faire quoi? Ils vendent leur série Loup-garou à Bolloré, qui pille l'Afrique et qui finance des associations anti-LGBT. Les gars, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut juste se regarder tous un peu et dire ok, on va quand même avoir certains standards et essayer de pas trop vendre notre cul non plus, quoi, parce que je trouve que c'est un peu fastoche, surtout qu'ils se font de la thune sur des combats engagés. Et moi, cette peur, elle m'énerve. Elle m'énerve parce que cette peur, c'est elle qui maintient les tyrans en place. Et il faut plus, maintenant ça suffit. On est plus nombreux qu'eux, en fait. Il y a d'autres choses qui t'énervent, comme par exemple des ministres qui seraient accusés d'agression sexuelle, de viol. Oui. Donc ça, c'est une autre éviction que tu as subie. C'était en mai 2023. Tu étais dans l'émission Les Piquantes sur la chaîne Teva du groupe M6. Et en sortant de l'émission, tu croises Gérald Darmanin dans la rue et tu peux pas t'empêcher de le traiter de violeur. Alors, il avait l'air trop confiant. Il avait l'air bien dans sa peau. Il avait l'air de s'aimer. Il débordait d'amour-propre. Je suis dit, toi, mon pote, c'est bon pour personne. Donc, on va te faire redescendre d'un niveau. Tu vas aller chez le psy, pleurer, travailler un peu sur toi. On va te rappeler. Oh, non, en vrai, putain, ils abusent. Piquante, ça fait 3 ans qu'on fait des blagues à base de Gérald Darmanin violeur. On a une émission soi-disant féministe. On a reçu Marlène Schiappa, qui est quand même sa grande copine à Darmanin. On a refait des blagues sur Darmanin violeur. Et moi, il est marqué sur ma fiche de poste, il est marqué humour noir. Humour noir, provocation, etc. Je le vois, je suis dans la rue, j'ai pas de codes sociaux, évidemment que le premier truc que je fais, c'est « Hey Darmanin violeur !» Et surtout que j'étais de loin, quoi. Je l'ai vu, j'ai crié, j'ai fait « Darmanin violeur !» Et c'est tout. Et le service de sécurité de Darmanin, non mais sans déconner, ils étaient 6 avec des guns, ils ont déclaré qu'ils avaient été terrorisés. Mais c'est le ministre du ouin-ouin. Enfin non mais les gars. Et quand le boss d'M6 me dit ça, vraiment je fais. et il me regarde, il fait c'est pas une blague. Et c'est ridicule. Et donc mais là tu peux pas tester. Darmanin il est pote avec Nicolas de Taverneau, le boss d'M6, qui est un des grands, tu vois, millionnaire, milliardaire. Voilà. Donc je me suis fait virer Manu Militari, quoi. Bon, ça a été. Alors que Nicole Ferroni, qui était donc l'animatrice de l'émission, t'a soutenue publiquement. En fait, est-ce qu'il y avait un argument autre que mainmise du pouvoir sur les médias? Non, enfin, l'argument était on n'a pas de place chez M6 pour des gens qui insultent les autres. Alors visiblement, ils ont plein de place pour les gens qui tapent sur les autres, puisque Stéphane Plaza n'est toujours pas viré et a encore droit à son prime, hein, alors que le mec est quand même mis en examen pour des violences conjugales solides, répétées, et que des employés d'M6 ont régulièrement déposé des plaintes contre Plaza parce qu'il monte sa bite à longueur de champ, parce que il fait du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, etc. Moi, par contre, voilà. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est pas la violence, le problème, c'est pas l'insulte, le problème, c'est qu'elle émane d'une femme. Une femme qui a oublié sa place. Voilà, c'est juste la base. La base. Vous regardez dans l'histoire de la télé, même dans l'histoire d'M6, il n'y a aucun mec qui a été viré pour des faits semblables aux miens. Ils ont été mis à pied, ils ont eu une remontrance, mais ils n'ont pas perdu leur travail. Et moi, je me suis fait virer du jour au lendemain. Et il faut s'imaginer, je lis beaucoup les bobos dans les médias, sur France Inter. En fait, c'est ultra précaire, hein, humoriste. On a des contrats au jour le jour par émission. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que j'étais sous CDD par émission. Donc c'est pour ça que je suis allée au Prud'homme en disant, les gars, maintenant vous allez nous foutre de notre gueule, 3 ans avec CDD qu'on reconduit à chaque fois.
vous me foutez en CDI, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et on n'est pas payé énormément non plus. Moi, par émission, j'étais payé 300 balles, je crois. Donc c'est pas, voilà, c'est loin d'être le truc de et je parle d'euros, hein, pas de francs suisses. Donc c'est loin d'être le truc que les gens s'imaginent qu'on est riche parce qu'on fait de la télé. Non, parce qu'on fait France Inter, ils payaient même pas mes billets de train et j'étais payé 130 € la chronique. Donc voilà, pour vous dire. Et donc du jour au lendemain, on me met dans une situation de précarité qui est immense parce que c'est mon revenu principal. Piquante avec les émissions, etc. Je crois qu'avec les petits extras qu'ils nous demandent de faire en plus, je dois gagner brut 2000 € avec ce truc-là. Mais moi, ça paye mon loyer. Et du jour au lendemain, je perds mon taf pour ça, quoi. C'est un retour de la censure contre les critiques du pouvoir ? Bien sûr, je crois qu'il y a contre les critiques du pouvoir, contre les gens qui refusent le système. Quand vous voyez les peines qui ont été infligées aux nanas qui ont balancé de la soupe sur la vitre qui protégeait les tournesols. Ces nanas, elles font de la prison ferme, alors que vous avez des Depardieu qui sont encore en liberté. Où est-ce qu'on va ? Quand on prend plus cher pour de la soupe, et même pas sur un tableau, sur la vitre d'un tableau que pour un féminicide, ben, y a un problème. Mais ça, on prend cher pourquoi ? Parce qu'on dit aux gens... Parce que c'est les gens commencent à se rebeller contre le pouvoir en place et on leur dit, bah non. Ils servent d'exemple, quoi. C'est le shérif de Nottingham qui fait décapiter le pauvre qui a volé un bout de lard pour nourrir ses enfants et qui sert d'exemple. Voilà, c'est tout. On ne se rebelle pas contre le pouvoir en place. Et une fille, quelle qu'elle soit, qui l'ouvre contre un mec, encore plus contre un ministre, ça, on ne laissera pas passer. On leur fait peur, hein. Si c'était à refaire, tu le referais ? Franchement, à ce prix-là, il prendrait beaucoup plus cher, Darmanin. Tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois. Quitte ouais, non, mais tu vois, quitte à me faire virer, bon, ben, on y va all-in alors, tu vois. Enfin, de toute façon, oui, non, oui, bien sûr. Non, j'ai pas de regret. J'ai aucun regret. Ça m'a cassé les couilles et ça m'a coûté beaucoup de sous, mais tu restes intègre, droite dans tes bottes. Mais tu sais, j'essaye, mais en fait... alors je sais que ça fait un peu chevalier blanc, dit comme ça, un peu Avengers, mais en fait, parce que je me rends compte que j'ai tellement de doutes dans la vie, surtout que cette vie qu'on doit savoir, putain, les gars, on vit 100 ans sur un caillou géant qui flotte au milieu de nulle part, c'est une source d'angoisse épouvantable, et je me dis, l'intégrité et mes valeurs, c'est les seules choses dont je suis sûre, c'est les seules choses où je me dis, tu te confortes, voilà, là-dedans, tu restes fidèle à ça, et à la fin, tu pourras te retourner et dire, j'ai pas trahi qui j'étais. Et ça, c'est le seul truc voilà, j'ai 2 certitudes. J'aimerais toujours mon fils et un jour je vais mourir. Et j'ai besoin que ce jour-là où je vais mourir, je puisse me dire, c'est ok. Voilà, la mission elle est accomplie. Et parfois c'est pas facile. Et parfois je le fais pas toujours. Par exemple, moi je suis tu vois mon passé de harcèlement et tout fait que moi j'ai Harry Potter, ça m'a sauvé la vie. Vraiment quand j'étais enfant et ado. Poudlard, ça a été un univers qui a été extraordinaire pour moi. J'avais un tatouage Harry Potter et tout. Et puis Vlatipak, l'autre conne, qui commence à raconter ces trucs transphobes de merde. Non, mais ça a été une trahison, hein. Et vraiment, quoi, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Surtout qu'en plus, à l'époque, c'était quand même, elle avait annoncé que Dumbledore était gay. On avait quand même cette Hermione qui avait pas un rôle de potiche. Il y avait quand même des choses belles qui se passaient dans cette œuvre, qui étaient pas encore ok. Enfin, tout n'était pas 100% parfait parce que c'était l'époque, mais il y avait quand même une... Et d'un coup, elle commence à raconter de la merde. Et donc, j'ai fait recouvrir mon tatouage Harry Potter parce que je me sentais pas de garder ça. Mais j'achète encore des Lego Harry Potter. Et je sais que c'est nul, parce que je sais que sa thune va aussi à... Mais j'arrive pas encore vraiment à me dissocier de ce que ça m'a apporté. Et quand je suis dans ma pièce Harry Potter avec tous mes Legos, c'est ma safe space, quoi. D'un coup, je suis cette gamine qui est protégée parce que je suis à Poudlard et que les harceleurs, ils rentrent pas à Poudlard. Bon, maintenant, on se rend compte que... La harceleuse, elle a designé Poudlard, mais j'ai vraiment fait. Et alors, je me vois en train, moi qui ai toujours dit, on ne sépare pas l'homme de l'artiste. Je dis, ah non, mais tu sais, il faut séparer la femme de l'écrivaine. Je suis là, mais ta gueule, on dirait une fan de Polanski, j'ai honte de toi. Donc, c'est pas facile. On a tous une part de dissonance cognitive en nous. On n'agit pas exactement comme on sait qu'on devrait. C'est hyper dur. Mais il faut pouvoir essayer de lutter un peu contre... Et aussi accepter qu'on n'est pas parfait. Moi, il y a un truc qui me saoule, c'est vraiment la pureté militante, où je vois parfois certains comptes Instagram qui se sautent à la gorge les uns des autres parce qu'il y en a une qui a un peu pété de travers et t'es là, oh les gars, on se calme, on est des êtres humains, on fait tous de la merde à un moment ou l'autre, et il faut pouvoir se pardonner aussi et accepter que la déconstruction, c'est pas du jour au lendemain. Donc voilà,
J'achète des Lego Harry Potter, mais je me coince les doigts dans la porte du four pour me punir. Voilà, et je pense que surtout ce qui compense les Lego Harry Potter, c'est quand même le rôle que tu as joué dans le MeToo du stand-up. En janvier de cette année, suite au post d'une amie à toi, humoriste, qui disait que le milieu était complètement déglingué au niveau des violences sexuelles, alors que tout le monde faisait des blagues sur Gérard Depardieu. Ah oui. Là, en fait, t'as pas attendu midi à 14h, tu t'es mis, t'as fait un appel à témoignage, t'en as recueilli combien? Mes sources divergent. 120. Ah ouais. Il y avait 120 témoignages en tout, et il y en avait 40 sur Seb Melia. Donc, ok. Et donc voilà. Seb Melia, c'est donc un humoriste français qui a commencé à être accusé de viol en 2019. Ouais. Et même avant, on a des témoignages qui remontent avant, mais la première plainte remonte à 2019. Ouais. Et toi, en fait, une fois que tu avais tous ces témoignages, qu'est-ce que tu en as fait? Ça a été très, très compliqué. Il y a un moment en fait où d'abord je me suis dit, j'imaginais pas l'ampleur. Moi je savais que Seb Melia il était impliqué dans le viol de Tania Dutel. Elle en parle elle-même, elle a publiquement dit qu'elle avait porté plainte contre lui. Et donc je savais ça, mais moi j'imaginais pas que le type était un violeur en série. Et en fait je reçois un premier témoignage, puis 2, puis 3. Et à ce moment-là il y a une journaliste qui me contacte. Et je dis ok, je vous recontacterai si j'ai besoin de vous. Je pense encore que je peux tout gérer de front, pas de soucis, machin. Et puis les témoignages commencent à arriver. Et j'arrive à peine au bout des témoignages sur Seb Melia que je recommence à recevoir les témoignages sur un autre humoriste. Et je lis de plus en plus de violences sexuelles. On a des faits de viol, enfin vraiment des choses très très dures. Le mec qui retire le préservatif pendant l'acte sans rien dire, qui a refilé des MST à des filles, horrible. Il n'y a pas eu de trigger warning, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était vraiment très très dur. Et là, d'un coup, je me rends compte que je suis pas habilitée en fait. Je suis autant formée pour recueillir des témoignages de viol avec moi, ma propre histoire de violence sexuelle en tant que femme, que pour aller récupérer les morceaux de quelqu'un sur une autoroute après un accident de voiture, quoi. Je ne suis pas formée pour faire ça. Et je fais ce que je peux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi quand moi j'ai été violée. Donc, je dis aide psychologique, aide juridique, association, c'est pas de ta faute, mais je me retrouve à le faire 40 fois. Et là, extraordinaire des femmes qui se mettent en place pour défendre d'autres femmes qu'elles n'ont jamais vues et pouvoir récolter la parole et dire je te crois, je suis là, t'es plus toute seule et encourager à aller porter plainte alors que le système les a trahis. Des nanas... c'est très dur, ça a été très dur quand j'ai appris que... Melia, donc il y a une première plainte qui a été déposée contre lui en 2019, il y en a eu une autre en 2021, je pense. C'est des plaintes qui ont été classées sans suite. Classées sans suite, c'est-à-dire qu'on n'a même pas appelé Seb Melia. Les flics n'ont même pas appelé Seb Melia. Et en fait, vous regardez depuis 2019, et le mec a fait une vingtaine de victimes en plus. Voilà. Parce que le viol n'était pas suffisamment caractérisé, c'est toujours ça. Mais parfois, le viol était caractérisé. Parfois, il était caractérisé. Il faut pas grand-chose pour caractériser un viol. Hein. C'est une pénétration, voilà, quelle qu'elle soit, qui a été obtenue soit par ruse, par force, par surprise. Enfin, la loi est très très claire. Il n'y a pas grand-chose pour caractériser un viol. Comment ça se fait alors que... Mais parce qu'on ne croit pas les femmes. On ne croit pas les femmes. Voilà. Tant qu'on dira à une femme qu'un baiser forcé, c'est pas une agression sexuelle, voilà. Il y a même aussi des... Enfin, ça a été terrible parce que cette rhétorique, elles avaient... C'est ça qui était touchant, c'est qu'elles avaient la même rhétorique que moi quand j'ai subi ça adolescente. Toutes disaient, peut-être que j'ai envoyé les mauvais signaux, peut-être que c'était de ma faute. Il y a aussi ce truc de maintenant que nous, on connaît bien, qui est ce truc d'être complètement stupéfaite et figée face à la violence, la sidération comme ça qui vous tombe dessus. Voilà, pour un flic pas déconstruit, il va vous dire mais pourquoi vous n'avez pas bougé? Alors tu sais qu'en Suisse, depuis le 1er juillet 2024, c'est entré dans le code pénal. La sidération psychologique, en fait, peut jouer pour condamner un violeur. C'est bien ça. Mais c'est tout nouveau et on n'est qu'au début de la culture du consentement. Et là, Melia, on est vraiment sur des cas où il a laissé des nanas traumatisées dans le lit, et pendant que la nana est traumatisée dans le lit, il prend des photos du nombre de préservatifs utilisés pour se vanter et montrer à ses potes à quel point il est endurant sexuellement. On est vraiment sur quelqu'un qui est un violeur en série et qui n'a pas d'empathie pour ses victimes. Un psychopathe.
Mais vraiment. Mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Seb Melia? Est-ce qu'il a encore des spectacles? Il a encore un public fidèle? Alors, il a encore un public très fidèle qui régulièrement m'envoie des insultes et des menaces de mort. Hein, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai ce souci. C'est-à-dire que mon bouquin vient de sortir le 4 janvier. Et le 11 janvier, je balance le truc Seb Melia parce que le mec va venir jouer à Bruxelles, qui est ma ville. Je me dis, putain, il y aura peut-être des potes à moi dans la salle, il y aura peut-être une amie humoriste à moi, belge, qui viendra faire sa première partie. Je dis, s'il se passe quoi que ce soit et que j'ai rien dit, comment je vis avec... Vous savez, en plus, moi j'ai été violée à 15 ans et j'ai rien osé dire du tout parce qu'à l'époque, il y avait les grandes affaires de pédophilie qui secouaient la Belgique. Et ma mère avait toujours dit, si un jour on fait ça à ma fille, ce mec-là, je le tue. Et c'est débile, mais moi j'avais 15 ans et j'avais peur que ma mère le tue et aille en prison. J'avais peur de perdre ma mère. Et donc j'ai rien dit. Voilà. Et j'ai appris que des années plus tard, parce que j'ai été recontactée par la police, parce que moi c'était intervenu dans le cadre d'un stage sportif, et c'était le moniteur d'escalade de ce stage, et j'avais juste dit qu'il avait eu des comportements pas appropriés, mais j'avais pas été plus loin. Donc, et là, donc mon nom figurait dans le dossier, et en fait j'ai appris qu'il a violé une gamine de 14 ans. Fait génial, son avocat est parvenu à obtenir que c'était pas de la pédophilie, c'était circonstance aggravante parce que c'était sur mineur de moins de 15 ans, mais c'était pas de la pédophilie parce qu'elle avait pas l'air d'avoir 14 ans. Allez, yes. Bon. Et donc je porte encore aujourd'hui maintenant, je porte et je la porterai toujours cette culpabilité de me dire, si j'avais porté plainte, il aurait eu une tâche dans son dossier, il aurait pas pu retourner bosser avec des ados et il n'aurait pas violé cette gamine. Cette culpabilité, je la porterai toujours. Mais donc, je sais ce qui m'attend si je dis rien, quoi. Et je peux pas repasser par là. Et je veux pas repasser par là parce que là aussi, maintenant, je suis un peu plus de jugeote et donc je me rends compte que maintenant, il s'agit de protéger les femmes. Coûte que coûte. Vraiment, c'est... Mais voilà, mon livre, qui était le rêve de ma vie, il est sorti le 4 janvier, et je sais, parce que les gens ont dit que je m'étais servi du MeToo Stand-Up pour faire la promo de mon livre, la vérité c'est que je sais, mon attaché de presse le sait, mon éditeur le sait, ils le savent tous. On a cette réunion en visio, et où ils me disent, tu sais que si tu parles maintenant, la promo de ton livre c'est fini, elle est torpillée. Et je lui dis, je sais, et c'était mon rêve depuis... Et effectivement, les rendez-vous qu'on avait avant pour parler du livre sont tous annulés. Pourquoi? Parce qu'il se peut que je sois encore une mytho, qu'en plus c'est déjà la nana qui a parlé de harcèlement et soudainement... Donc je sais très bien quelle image j'ai de la nana qui veut faire parler d'elle. Mais on peut plus penser comme ça de manière aussi individuelle devant un tel salopard, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, tant pis. Et je me prends vraiment un torrent sur la gueule de menaces de mort, de menaces de viol. Les humoristes qui veulent plus me parler, des humoristes filles qui ont fait leur beurre sur le féminisme, comme c'est pas permis, qui se sont fait une thune en vendant des livres, en faisant des podcasts, en disant ouais, féministe, qui savent, qui ont entendu les mêmes choses que moi sur Seb Melia et qui refusent de prendre la parole, ne fût-ce que de mettre une story en disant effectivement, voilà. Des nanas qui n'ont pas bougé et qui savaient depuis des années et qui n'ont rien dit. Et donc, c'est une solitude... Voilà, de nouveau, retour à cette solitude-là, quoi. Bon, je pense que c'est important qu'on te dise, là, je pense que toute la salle est d'accord, c'est pas de ta faute. Et tu n'as aucune culpabilité à avoir pour ton violeur. Le fait que tu n'aies pas pu parler, voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu t'occupes des victimes de violences sexuelles avec une association qui s'appelle Derrière les rideaux. Alors, c'est Derrière le rideau, c'est Mélodie Molinaro des Coquettes. Vous voyez les Coquettes, les filles qui chantent, qui s'en occupent. Et elle est incroyable parce que, voilà, justement, dans tout le spectacle vivant, elle accueille des victimes de protagonistes dans le spectacle vivant. Elle fournit une aide juridique, une aide psychologique, et ça, c'est super. Et puis, il y a Colline Claveau-Mégevant qui a fait l'article pour Mediapart sur Seb Melia, et Rosanna Di Vincenzo pour Télérama. Et c'est vrai que quand les articles sont sortis, là, ça s'est un peu calmé, parce que soudainement, quand il y avait 13-14 témoignages dans des journaux aussi sérieux que Mediapart et Télérama, là, les gens commençaient à se dire tiens, peut-être que Florence, en fait, elle n'a pas inventé cette histoire, parce que les gens m'accusaient vraiment d'avoir inventé cette histoire de toute pièce pour vendre mon livre, hein, et pour faire de l'argent. Oui, mais bien sûr. Oui, voilà. Alors, oui, mais bien sûr, c'est Greg le millionnaire. C'est comme ça qu'il est devenu riche.
Donc, non, mais enfin, tu vois, c'est. Mais en attendant, je perds toute crédibilité, quoi. Tu vois, je suis vraiment là en train de dire, et j'ai vraiment l'impression de dire aux gens, n'allez pas par là, il y a du gaz toxique, et tout le monde fait n'importe quoi, et personne me croit. J'ai vraiment l'impression d'être la scientifique dans ce film catastrophe qui dit, mais si, le volcan va entrer en éruption. On fait, ah là, faut que je construis ma station balnéaire. Tu vois, non, mais, et personne m'écoute, quoi. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et pourtant, dans les témoignages des victimes que je reçois, les témoignages me citent des humoristes qui étaient présents au moment de certaines agressions sexuelles, et les mecs ne disent rien, restent dans un silence de mort. Et pour couronner le tout, t'as un humoriste sur Rire et Chanson qui fait une chronique là-dessus sur le MeToo stand-up où je me dis, ah, enfin, ben non, c'est pour se foutre de ma gueule et pour se moquer de mon autisme et dire, ah, c'est l'autiste de service. Et vraiment, il fait une caricature de l'autiste, enfin, validiste, quoi. Il fait comme ça et tout. Enfin, Donald Trump qui se fout du journaliste avec un handicap, quoi. Et tu te dis, mais c'est vos collègues, c'est les membres de votre public, c'est les régisseuses qui ont bossé avec vous, qui sont en train de dire qu'elles ont été violées par un de vos potes. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est ça, c'est de tirer sur le messager et vous foutre de ma gueule parce que je suis autiste. Et un truc qui m'a rendu dingue, c'est un de ces mecs-là qui a jamais cru et qui m'accuse d'avoir menti pour vendre mon bouquin et me faire du fric. Bah lui, il a récemment signé la pétition Not All Men des mecs en faveur, en soutien de l'affaire Pellico, quoi. Et là, je lui ai dit que ce serait intéressant qu'il commence à s'auto-sucer parce qu'avec un tel niveau de souplesse, hein, c'était pas inintéressant quand même. Donc, je commence à avoir beaucoup de haine là à l'intérieur avec tout ce que tu nous racontes. Alors, je te propose qu'on parle un petit peu de ton livre parce que je l'ai adoré. C'est vrai. Je l'ai adoré. C'est cool, merci. Accident de personne. Ouais. Donc moi, j'ai adoré le mélange d'humour et de profondeur. J'ai beaucoup pleuré, franchement, je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je dis pas ça parce que Florence est sympa. J'ai vraiment pleuré comme une madeleine à la fin. Je pense que ça m'a aussi parlé parce que je suis aussi passée par la dépression quand j'étais jeune. Et j'aime beaucoup que tu mettes en fait un peu des ressources cachées pour les personnes en proie à la dépression. Ouais. Il y a un personnage qui est fantastique, qui s'appelle Mona, qui est psychiatre. Elle est très drôle, elle paraît paradoxale, mais en fait pas du tout, elle est complètement intègre. Et puis en fait, elle aide beaucoup le personnage principal. Le personnage principal qui s'appelle Daphné, qui est... Pas du tout moi. Pas du tout toi, un peu ton alter ego, qui a aussi vécu les choses que tu as vécues. Tu l'as écrit pour aider les gens ? Non, je l'ai écrit pour me la péter. En vrai, c'est trop classe d'écrire un roman. Non, mais c'est vrai. Alors, bon. Autant mon spectacle, il a vraiment vocation d'aider les gens. Mon spectacle, je veux qu'en sortant de mon spectacle, les gens se disent « Ok, on est tout seul, mais on est tous ensemble. » Et ça, c'est chouette. Vraiment, mon spectacle, il était là pour aider les gens sur le sujet de la santé mentale. Autant... Ah, ouais, c'est moi. J'ai l'air d'un chiot qu'on met devant un miroir pour la première fois. Coucou. Et autant Accident de personne, je l'ai écrit... C'est comme quand vous êtes en voiture et que vous grattez le nez. Vous savez, il y a un moment où vous dites c'est bon, je suis tout seul, personne me voit. En fait, vous êtes en voiture, il y a des vitres transparentes et tout le monde vous voit et c'est très gênant. Mais le roman, c'était pareil. Ça a été un processus qui a été tellement miroir, c'était moi face à moi, que ce roman, je l'ai écrit, j'ai pas pensé vraiment à aider les gens. J'ai juste voulu dire des choses dans une histoire un peu cool. C'est vraiment ça. Et finalement, je suis contente parce que ce roman, il a quand même aidé des gens et il a aidé pas mal de mecs, ce roman. Exactement, parce que j'allais dire, en fait, Daphné éduque cet autre personnage qui s'appelle Martin. Ouais. Elle l'éduque avec beaucoup de bienveillance à la sexualité, notamment en lui expliquant, parce que c'est pas évident pour Martin, que le porno n'est pas la vraie sexualité. Elle arrive à un moment, elle rentre dans la pièce... Et il rabaisse son ordinateur en disant c'est pas du tout ce que tu crois. Et puis il fait bon d'accord, c'est exactement ce que tu crois. Et effectivement, il était en train de mater du porno et il mate un peu de porno à deux et il lui explique que bah non, ça marche pas comme ça en fait. Et moi je suis une grande, je suis très la chance que j'ai eue de ma neuroatypie, c'est qu'après mon viol, au lieu de faire un rejet de la sexualité, j'ai voulu me réapproprier ma sexualité. Et donc après mon viol, étrangement, j'ai eu une phase où je pense que j'ai dû coucher avec une trentaine de gars parce que je voulais d'autres images du sexe. Je voulais essayer de laver laver cette empreinte, c'était pas une bonne solution non plus. J'aurais dû en parler, aller chez un psy. Ne faites pas ça, d'accord ? Voilà. Mais il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était
je ne veux pas rester figée, je veux pas rester bloquée à ce moment-là de ma vie, et donc j'ai vraiment essayé de laver ce mec d'abord au sens propre, et puis au sens figuré quand j'ai vu que la douche 15 fois par jour le ferait pas partir, et c'est vrai que j'ai toujours eu du coup un rapport hyper décomplexé à la sexualité, et c'est ce que je dis, au bout d'un moment, on est 8 milliards sur Terre, il va falloir qu'on commence à accepter que oui, on baise en fait. Il faut arrêter avec ce tabou de la sexualité, parce que ce tabou, il est dangereux pour les femmes, et tout tabou dans notre société finit par être un danger. Et donc je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser un peu le sexe, et notamment le porno. C'est ok d'avoir des désirs, c'est ok de regarder du porno, mais c'est un divertissement pour adultes et qui n'est pas la réalité en fait. Donc voilà, et j'essaye dans ce bouquin aussi puis c'était l'occasion de placer le mot bite. Et tu parles de ça avec ton fils? Et ton fils a lu le livre? Non, déjà, mon fils, quand c'est pas un manga, voilà. J'étais très fière de lui dire, les droits ont été achetés en Corée du Sud, les droits du livre, donc il va être traduit en coréen. Et quand je lui ai annoncé, j'étais toute fière, et il m'a dit, t'as gagné combien? Truc, mais oui, bien sûr, moi j'ai un fils de 14 ans, la conversation sur le porno, sur le sexe, on en parlait tout à l'heure. Déjà, moi, je veux pas que mon fils il voit sa mère comme une vierge sacrée. Vous savez, comme les fils voient parfois leur mère, genre, oh, ma mère, elle a pas de rapport sexuel. Si, mon grand, ta mère, elle baise, elle suce des bites, elle prend dans son cul, tout va bien, quoi. Non, mais on lui souhaite vraiment d'avoir une sexualité épanouie et comme elle veut, en fait. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que Raph, je te racontais tout à l'heure, j'avais mon amant qui était venu la veille, et Raph rentre mon amant était déjà parti, mais Raph rentre de chez son père le matin, et il trouve sur le bord du lit un préservatif encore emballé, donc tout va bien, c'était pas des preuves du crime non plus trop incriminantes, et il rigole, il y avait 12 ans, il fait c'est quoi ça? Et je dis c'est un préservatif parce que j'ai des rapports sexuels et que je veux pas attraper de MST ni tomber enceinte, et il m'a fait t'es pas drôle. Mais oui, mais j'ai désacralisé le truc, quoi. C'est juste de dire oui, on a des rapports sexuels, je te souhaite aussi un jour d'avoir des rapports sexuels avec des filles, des garçons, fais ce que tu veux, mais tu respectes le consentement, tu te protèges, tu protèges l'autre, etc. Et voilà, et surtout, je voulais lui dire, je suis pas dupe, t'es en contact avec Internet, t'as des potes qui sont cons comme leurs pieds parce que c'est des gamins, voilà. Tu vas être en contact avec des images qui sont pas appropriées pour toi. Je peux pas empêcher ça. Alors évidemment, t'évites évidemment de le laisser avec un PC dans sa chambre, etc. Mais au moins de pouvoir lui dire, si tu tombes sur ces images, sache-le, c'est pas la réalité, ça se passe pas comme ça. C'est des acteurs, et surtout, c'est pas destiné à toi, en fait. Donc, ne te fais... C'est cette citation qui dit qu'apprendre la sexualité avec le porno, c'est comme apprendre à conduire avec Fast and Furious. Et c'est très juste, c'est très juste. Et il faut absolument avoir cette conversation avec nos enfants, parce que ce qu'on n'apprend pas à nos enfants sur la sexualité, ils l'apprendront tout seuls. Et donc, c'est catastrophique de faire l'autruche et je le vois bien, hein, les potes de mon fils dont les parents sont les plus bigots sont ceux qui sont les plus problématiques avec les filles. Donc, ouais. Bon, alors je vous propose qu'on applaudisse encore une fois fortement Florence Mendes. Merci, très gentil.